Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Merci d'être avec nous. Vous savez que tous les jours, nous débattons. Alors, nous débattons aujourd'hui sur l'enseignement de l'écologie dans les collèges et lycées. La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé la création d'une forme de certificat écolo à la fin du collège, en troisième, à la fin de la troisième, évaluation d'une sorte de savoir-faire pour tous les élèves de troisième. Alors, nous n'en savons pas plus, en fait, nous ne savons pas comment ça se concrétisera. Il faut attendre encore un peu, peut-être attendre septembre. Ce sera pour l'année suivante, évidemment. On sait qu'il y a déjà un éco-délégué dans les classes de la 6e à la terminale, mais comment enseigne-t-on la défense de l'environnement dans les collèges et les lycées? Est-ce qu'on doit faire plus? Le débat est ouvert. Faut-il une certification écolo à la fin du collège? Pour parler de tout cela, eh bien, nous avons avec nous Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Géraud Guibert, qui est président du think tank La Fabrique écologique. Bonjour. Bonjour. Vous publiez Le Grand Malentendu climatique aux éditions de l'Aube. Et puis Laurent Zamekowski, qui est vice-président et porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Bonjour. Je prononce bien ou je dis non? Ça peut aller. Pas mal. Bon, d'accord. Bon, allez, parlons de ce certificat. D'abord, le certificat. On n'en sait pas plus. Que savez-vous de plus sur ce certificat? Alors, à la fin de la troisième? Strictement rien. Oui, au ça a été une annonce. Voilà, on est un syndicat représentatif. Pour l'instant, c'est pas du tout discuté au ministère avec les organisations syndicales. Bon. Donc, il va sûrement se passer des choses l'année prochaine, on imagine. Mais il y a toujours ce côté annonce politique avant la réflexion éducative qu'on sort d'un chapeau comme ça au détour d'une conférence de presse ou d'un truc. Hop, on va faire un certificat vert où on va doubler le temps de l'enseignement moral et civique, super, mais alors du coup on enlève du temps à qui en échange, puisque c'est plutôt comme ça que ça fonctionne en ce moment. C'est ce qui s'est passé pour la technologie en 6e récemment, donc qui a disparu. Donc on est quand même assez inquiet d'avoir toujours ce type d'annonce politique. C'est pas sur la question du fond, de la question du changement climatique, etc. Mais on est toujours assez inquiet d'avoir des sortes de gadgets politiques. Mesurer le savoir-faire des élèves de 4e et 3e, c'est utile? Je sais pas si c'est utile, mais en tout cas, ça fait une évaluation de plus. Et plutôt, il faudra peut-être d'abord se poser une question sur, quelque part, déjà la situation en ce qui concerne les enseignements, comment c'est mis en place, etc. Parce que ça fait déjà 40 ans, en fait, que l'enseignement au développement durable existe. Alors aujourd'hui, il est censé être enseigné dans multiples matières. Mais il passe un peu inaperçu, pardon, non? Alors, il passe inaperçu. Est-ce que les élèves sont allés au collège et au lycée, c'est l'une des questions que nous allons poser, sont vraiment sensibilisés aux enjeux climatiques? Ah oui, clairement. Vraiment. Tout le programme de l'année de 5e en géographie est sur le développement durable. Il passe 1 an sur le développement durable en géographie. Mais je crois qu'en fait, c'est surtout les élèves justement qui ont plus de conscience écologique que les adultes. En fait, finalement, c'est pas vraiment les élèves le problème, c'est plutôt nous, les adultes. Oui. Qu'en pensez-vous, Géraud Guibert? Moi, je pense que... Mesurer le savoir-faire des collégiens, est-ce utile? Moi, je pense que c'est utile. C'est un signal, je pense, qui est donné. Que la citoyenneté, dans l'avenir, doit intégrer impérativement les sujets climatiques. Et c'est pas une question d'idéologie. Moi, vous savez, je suis pas idéologue. Ensuite, je suis souvent assez critique vis-à-vis du gouvernement. Mais je pense que en termes de citoyenneté, le sujet climatique est tellement important, et écologique en général, est tellement important dans les 20 ans à venir, qu'il est décisif que nos jeunes aient des notions précises, concrètes, et qui soient tout à fait validées, scientifiques, sur ce sujet. Très simple d'ailleurs, il ne s'agit pas d'inventer le fil à couper le beurre. Non. Mais je pense que c'est tout à fait utile. Je vois, si vous voulez, on a fait un travail par exemple sur l'enseignement supérieur. Il est quand même regrettable de constater que dans ce pays, on est obligé d'avoir un tronc commun sur ce sujet au début de l'enseignement supérieur, parce qu'on constate que les étudiants n'ont pas, justement, le minimum de culture écologique qu'il faudrait. Et donc, je pense que
que, alors ensuite on peut débattre sur la nature de la certification, sur etc. Ça c'est un autre sujet. Mais le fait que, en tant que futurs citoyens, nos jeunes aient un certain nombre d'informations écologiques et qu'ils savent un certain nombre de choses, moi ça me paraît très utile. C'est une façon d'obliger les jeunes à s'intéresser de près à la cause écologique. Bien s'alimenter, trier les déchets, protéger la planète, comprendre le réchauffement climatique. On oblige les jeunes à cela à travers ce certificat de fin d'année. En fait, tout ce que vous dites, c'est déjà dans les programmes de l'école. Vraiment ? Ah ben bien sûr. En CM2, recycler, habiter un écoquartier. En 6e, la ville de demain, le développement durable dans la ville de demain, la protection de la faune et de la flore des littoraux. En 5e, la gestion des ressources limitées, la question de l'énergie renouvelable. Enfin, je peux vous les faire, les programmes. En fait, c'est dedans. Maintenant, il y a une chose, c'est que notre système... N'est-ce pas utile de vérifier ce savoir ? Mais cet apprentissage, mais bien sûr, a-t-il été reçu ou pas ? Mais il est reçu. Ensuite, on fait des contrôles. Vous savez, quand même, dans les classes également. Enfin, on a des enseignants qui enseignent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a un système scolaire qui va pas très très bien, pas que sur la question du changement climatique. Je veux dire, on enseigne les mathématiques et on est dernier au classement Teams en mathématiques. Pour autant, donc à un moment, c'est pas forcément que c'est pas fait. C'est que dans un certain nombre de cas, c'est peut-être pas fait dans des bonnes conditions, c'est peut-être pas retenu. Effectivement, c'est probablement pas en faisant une certification verte en fin de 3e. Peut-être mal fait aussi. C'est fait. Alors ça, c'est fait comme on peut sur les programmes qu'on a, avec les horaires qu'on a et le manque de formation qu'on peut avoir aussi. Moi, je suis professeur de lettres. En collège, on a un chapitre qu'on pourrait étudier, si on le veut, il est facultatif, enfin, il est au choix, sur effectivement comprendre et anticiper les responsabilités humaines actuelles en matière de changement climatique, de dégradation de l'environnement et de biodiversité. Moi, j'ai fait des études de littérature et de grammaire, donc je vais pas enseigner ça à mes élèves, parce que je vais peut-être leur raconter des grosses bêtises aussi. Donc c'est important qu'on ait des spécialistes bien formés pour enseigner ça, sinon ça peut vite devenir n'importe quoi. C'est un point essentiel, moi je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que la certification, parce qu'elle introduit un élément d'obligation, va faire en sorte que les différents enseignants, alors évidemment il faut qu'il y ait les moyens derrière, il faut que la formation, mais ça, d'une certaine façon, ça les oblige aussi à suivre un minimum de formation sur ces sujets. Et je pense que c'est extrêmement utile, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens derrière, en effet, de formation, etc. On les aura pas, je vous le dis tout de suite. Peut-être, mais... On les a pas déjà sur le harcèlement scolaire, alors sur le changement climatique. Peut-être, mais je pense que du coup, ça introduit un élément d'obligation, et je pense que du coup, toute une série d'enseignants qui, en effet, ont besoin de se former sur ce sujet, mais c'est pas des formations très longues, c'est des choses très très concrètes et très précises. Je pense que ça serait très utile. Oui, les enseignants peuvent se former sur ces questions environnementales. Ils peuvent se former. Est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que les enseignants ont des formations sur les questions environnementales ? Mais ils ont déjà très peu de formations tout court, en fait. Donc une fois encore, nous, c'est la sorte de point systématique dans une réunion au ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'à un moment, quel que soit le sujet, on va dire ah oui, il faut former les enseignants. Si on nous formait à tout ce à quoi on doit nous former, moi je n'enseignerais plus. Je passerais ma vie en formation. Faut bien le savoir aussi. Et je reviens juste sur la notion de certification, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce système. On va faire une certification en fin de 3e. On a eu ça avec l'informatique. On avait le B2I, le brevet informatique et Internet. C'était supposé être obligatoire pour avoir le brevet. Du coup, tout le monde l'avait. Parce que, effectivement, sinon on aurait eu plein d'élèves qui n'avaient pas le brevet. Ça aurait fait mauvais genre. Du coup, on s'arrangeait pour que les élèves l'aient. Donc, en fait, ça va encore être une certification maison qui va rien certifier du tout. Très clairement. Il n'y aura aucune sanction. Il n'y aura aucune sanction qui accompagnera cette certification. Faut arrêter de dire, s'ils ne l'ont pas, ils passeront pas en seconde. On sait déjà tous aujourd'hui que c'est faux, par exemple, cette chose-là. Bien entendu qu'ils passeront en seconde. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, parents d'élèves ? De toute façon, c'est de prendre le problème à l'envers, en fait. C'est-à-dire de partir de mettre une évaluation en fin de 3e pour, entre guillemets, contraindre le système à mettre l'accent sur l'écologie. C'est pas la bonne manière. Je veux dire, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, le problème n'est pas les enfants. Je veux dire, ils ont peut-être pas toutes les connaissances, mais ils ont néanmoins une sensibilité que nous n'avions pas. Et la difficulté aujourd'hui, et l'inégalité, il y a des enseignants qui sont très bons pour mettre l'accent sur l'écologie et d'autres moins bons. Parce qu'ils ont eux-mêmes pas justement cette sensibilité et effectivement, ils sont pas formés parce qu'effectivement, aussi aujourd'hui on manque d'enseignants. Donc effectivement, si on les envoie en formation, ça aggrave encore le problème. Deux remarques, deux points de vue. Ça va nous permettre d'alimenter le débat après la première pause. Premier point de vue, certains disent, attendez, on n'a pas à enseigner la défense de l'environnement à l'école. On a autre chose à faire. Il y a d'autres matières et des matières essentielles à développer. C'est secondaire. Et puis, certains disent,
attention à l'endoctrinement, la dénonciation du capitalisme. Et puis d'autres disent, ah oui, mais en terminale, par exemple, en SES, lorsqu'on enseigne les questions environnementales, on pense que l'innovation technologique est la seule solution au changement climatique. On ne parle pas de sobriété énergétique, de consommation éthique ou de décroissance. Ça n'est pas enseigné. Vous voyez, toutes les remarques arrivent. C'est vrai que l'enseignement de la cause des questions climatiques est extrêmement délicate. C'est extrêmement délicat au collège, mais encore plus délicat au lycée. C'est pas que les questions climatiques là-dessus. En fait, c'est tout ce qu'on va appeler dans le jargon les éducations A. Oui. C'est-à-dire où on n'est pas sur les mathématiques, l'anglais, où on est sur un domaine, j'allais dire, qui fait d'ailleurs l'objet de débats dans la société, de controverses, etc. Et de toute façon, l'école, à ce moment-là, elle se retrouve toujours à un moment en porte-à-faux et il y a toujours des gens qui vont lui tomber dessus. C'est un peu compliqué. Nous, ce que l'on dit au SNALC, c'est qu'il est absolument essentiel de développer chez nos élèves l'esprit critique et l'esprit scientifique, et que pour ça, il ne faut pas en fait opposer l'écologie et les maths, par exemple. Parce que nous, ce que nous disent, moi j'avais rencontré une climatologue quand il y avait justement un travail sur, ils ont modifié les programmes pour renforcer la place changement climatique, développement durable, voilà, qui nous disait, mais la première chose dont on a besoin pour expliquer, par exemple, un rapport du GIEC, etc., c'est que les élèves sachent lire un graphique. Voilà. Si les élèves ne savent pas lire un graphique, si les élèves maîtrisent pas les probabilités, etc. Ça, vrai. Le changement climatique, on peut toujours leur dire sur tous les tons. À un moment, ça va peut-être pas effectivement infuser parce qu'ils n'ont pas la culture scientifique. Bien. Il est 11h16. On va observer une petite pause, mais je vous promets, Géraud Guibert, je vous donne la parole tout de suite après la pub parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire sur ces questions. Mais c'est vrai, quel enseignement sur le réchauffement climatique, quel enseignement doit-on donner aux élèves, quand, au collège, au lycée, dans quel cadre? Toutes ces questions-là sont posées, évidemment, 11h16. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h19. Alors, de nombreuses questions sont posées. Je le disais, alors prenons-les les unes après les autres. L'enseignement, quel enseignement peut-on améliorer? Je parle au collège d'abord, ensuite nous parlerons du lycée. Quel enseignement peut-on améliorer pour mieux sensibiliser les enfants aux phénomènes climatiques, environnementaux? À l'école primaire aussi, parce que ça commence. Ou même à l'école primaire. À l'école primaire, on peut, ce qui se fait dans de nombreuses écoles. On cultive, je sais pas moi, on cultive des légumes, on fait des sorties. Il y a quand même déjà un enseignement. Il y a déjà des choses continu, je dirais continu, dans les écoles. L'enseignement principal, j'allais dire, qui porte aujourd'hui cette question-là, c'est pas le seul. Le principal, c'est la géographie. C'est énormément traité dans les programmes de géographie. D'ailleurs, ça pose aussi des questions chez les professeurs d'histoire-géographie qui se disent à un moment, ça prend énormément de place dans la discipline géographie et tout le côté géographie climatique, justement, mais vous savez, le climat continental, océanique, végétation, toute cette géographie plus physique est complètement passée à l'as. Par exemple, elle n'est plus très peu dans les programmes de géographie. Elle est plutôt passée en sciences de la vie et de la terre. La géographie politique, tout se recoupe. Mais comme je vous disais qu'il y a un chapitre sur la ville de demain, par exemple, c'est compliqué de travailler la ville de demain avec des élèves qui ne savent pas où se situent les villes d'aujourd'hui sur une carte, je vous assure. Donc, il y a des questions d'équilibre et c'est peut-être compliqué de faire porter ça sur une discipline qu'on est en train de reformater développement durable, alors qu'il y a des éléments qui sont peut-être d'autres disciplines et disciplines plus théorie sur une seule discipline. C'est censé être réparti sur l'ensemble des disciplines. Il y a aussi la SVT aussi où c'est quand même très prégnant. Donc après, je pense que c'est ce que je disais, c'est que bien évidemment il y a des fondamentaux à acquérir au départ, et ça c'est la question. Enfin, il faut commencer. Si on construit, il faut commencer par les bases, donc les fondamentaux. Après, il y a effectivement d'autres questions aussi, comme on parlait de l'éducation civique, mais également aussi l'éducation aux médias et à l'information, la capacité de comprendre ce qu'on reçoit, ce qu'on entend, et justement pouvoir le digérer. Les enfants sont sensibles dès le plus jeune âge, et il y a beaucoup de choses qui sont faites en primaire. Mais alors donc,
Il faut leur amener après les moyens de pouvoir Donc construire. on les sensibilise. En géographie, on les sensibilise. En SVT, on les sensibilise. Finalement partout, quoi, dans toutes les matières, à part les maths, l'anglais. Ah non, le développement durable ou le changement climatique est mentionné dans les programmes de mathématiques. Aussi. Oui, mais le développement durable, donc, comme le numérique, c'est partout. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas une notion qu'on peut traiter à côté. Comme on parle encore du numérique, le numérique, il est partout. L'environnement, il est partout. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui est globalisée. Après, on commence avec les fondamentaux et après on développe. Mais après, il faut enchaîner les choses dans une construction qui fait sens. Jérôme Guibert. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les enquêtes ont quand même montré qu'il y avait une très grande inégalité d'appréhension de ce sujet parmi les élèves et les collégiens et les lycéens, parce qu'il y a des tas de bonnes initiatives, mais il n'y a pas forcément de systématisme d'un certain nombre de choses. Bon. C'est-à-dire, par exemple, moi je pense que la connaissance vous disiez, il y a les problèmes de critique de la société, etc. Très bien. Mais il y a quand même un contenu scientifique de base, qui est assez simple d'ailleurs, hein, on pourrait en parler, mais qui est assez simple, et qui n'est pas forcément connu, y compris, je vous le dis, quand on des étudiants qui rentrent à l'université. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les gens. Je voudrais répondre aux gens qui disent, mais il faut donner la priorité aux savoirs fondamentaux, écrire, lire et compter. Bon. Oui. Et c'est pas incompatible. C'est ce que dit David Lisnard, voilà, le maire de Cannes. Vous avez vu sa chronique. Mais je veux dire, c'est pas du tout incompatible avec ça. Évidemment, on peut, et ça se démontre tout à fait dans le quotidien des profs et des élèves, que à l'occasion de lire, écrire, compter, on peut très bien parler du climat, parler et prendre des exemples dans ce domaine. Donc ça n'a rien d'incompatible avec ça. Le seul élément, je trouve, moi, intéressant, mais ça dépend des modalités, je suis d'accord avec vous. Le seul élément intéressant de la certification, c'est que c'est un élément de garantie, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça va pas empêcher quelqu'un d'avoir le brevet. Bon. Mais c'est un élément quand même en tout cas de rendez-vous, pour être sûr qu'à la sortie de la troisième, mais c'est une évaluation. C'est une évaluation, c'est toujours utile d'évaluer, de savoir si les enfants, de savoir si les enfants ont bien assimilé. Mais c'est possible de le mettre dans le brevet des collèges, en fait. Enfin, il y a des épreuves au brevet des collèges. Vous pensez que ça serait bien Il y a une épreuve d'histoire, géographie, enseignement moral et civique. On peut. Oui, d'accord, mais dans le programme. Oui, mais enfin, il n'y a pas de matière environnementale proprement dite. Non, justement. Et vous êtes contre. Ah non, on ne pense pas que ce soit du tout la solution. Dans l'absolu, d'évaluer, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'on finit par en rajouter sans arrêt. Il y a PIX, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, et l'année de troisième est quand même pas mal chargée aussi. Il faut pas oublier qu'on fait aussi le stage. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le brevet, le PIX, le stage, etc. Donc, il y a un moment, la question de l'évaluation, elle est pas mauvaise en soi, mais peut-être aussi, il va falloir aussi rationaliser tout ça et pas juste patcher et en réinventer la roue à chaque fois. Il faut trouver une cohérence. Les certifications. Je vous dis, là, on a créé la certification Evalangue, par exemple, pour évaluer en langue vivante. Alors, alors d'un seul coup, on se rend compte qu'effectivement, les élèves ont du mal en langue vivante, ce que tout professeur de langue vivante aurait pu vous dire depuis assez longtemps. Il y a la SSR2, c'est pas, On a l'attestation de sécurité routière. On a PIX, qui est effectivement la certification informatique. Et en fait, ça, c'est effectivement des trucs qu'on a rajouté. En fait, le problème qu'on a, nous, enseignants, et on est quand même un métier où on a de plus en plus de mal à recruter. C'est qu'à un moment, on demande vraiment tout à l'école, on demande de plus en plus à l'école, on ne nous met pas les capacités de faire tout ce qu'on nous demande, et ensuite on nous reproche de ne pas bien faire les choses. Et on ne fixe pas les priorités. Mais à un moment, ça devient très très compliqué. Mais c'est pour ça que moi je m'interroge et je me demande si, parce que c'est vrai qu'il y a ces certifications à la fin de la troisième. Bon, et donc je me demande, compte tenu du fait que l'essentiel d'ailleurs des cours c'est en quatrième, je me demande si la logique ne serait pas que cette certification intervienne en fin de quatrième. Oui, peut-être. Parce que je pense que là il faut diversifier, il faut mais je donnerai un peu d'espace. J'espère, j'en sais rien, mais j'espère que tout ça va se discuter avec le ministère le moment venu, parce que pour le coup c'est un problème d'application pratique. Ça serait bien à la fin de quatrième plutôt que troisième. Alors, peut-être qu'il ne faut pas surcharger l'année de troisième, ça on est d'accord. Mettre quelque chose en fin de quatrième en soi, pourquoi pas, mais une fois encore, il va falloir qu'on discute de c'est quoi et ça s'appuie sur quoi dans nos programmes et dans nos enseignements. Parce que là, je vous dis, la fameuse attestation sécurité routière, on atteste d'un truc qu'on n'enseigne pas quand même. Donc c'est quand même un truc, il y a quand même des choses assez bizarres. Alors là, oui, on l'enseigne, effectivement, ça fait le changement climatique, je vous l'ai dit, les moments où c'est dans les programmes. Nous, on est assez d'accord sur le fait qu'il faudrait peut-être retravailler les programmes de géographie et d'enseignement moral et civique du collège, parce qu'on a à un moment groupé les choses. Enfin, l'année de cinquième, par exemple, les élèves passent un an sur le développement durable. En gros, c'est ça. Elle est lourde, on ne parle que du développement durable pendant un an. Ce serait peut-être bien
de répartir. Oui. Mais voyez, moi je me réjouis, tout ça c'est ouvrir des débats essentiels, très importants pour nos jeunes, très importants. Et c'est un peu ce que j'essaye de dire dans le grand malentendu climatique, c'est que il est très utile de débattre de ça. Mais quand est-ce qu'on débat de ça, sauf ici, c'est dans quelques endroits, mais alors qu'on débat de choses qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec ces différents sujets, et avec surtout la façon de faire avancer la transition écologique. Moi la conviction que j'ai, c'est qu'il y a vraiment des choses collectives à décider sur la formation, on peut parler du trajet domicile-travail, on peut parler de tas de choses, alors qu'on débat de choses très ponctuelles, on débat de la violence, on débat etc. Et c'est finalement, est-ce que ce sont les vrais sujets? Je n'en suis pas sûr. Alors certains disent, c'est de l'endoctrinement que d'enseigner le réchauffement, que d'enseigner. Vous comprenez? Alors, certains qui sont par exemple les climato-sceptiques disent on n'a pas du tout à enseigner tout cela à l'école. C'est pour ça que l'école doit développer l'esprit critique, en fait. Oui. C'est qu'à un moment, nous, en fait, quand même, notre job premier, c'est d'apporter aux élèves les moyens et les méthodes pour que eux puissent réfléchir et se dire oui, c'est scientifiquement prouvé ou non, je doute. Et effectivement, à un moment, c'est très compliqué dans notre position d'enseignant, mais que ce soit sur ce sujet-là, que ce soit sur des sujets comme la laïcité aussi, c'est très compliqué dans notre position d'enseignant, effectivement, de se retrouver à enseigner quelque chose qui est l'objet de débats de société. Peut-être que les parents de certains enfants ne sont absolument pas d'accord avec ce que l'on est en train d'enseigner. Ça, il y en a tout le temps, très clairement. Et c'est vrai que nous, on se retrouve dans des situations un peu tendues. C'est pour ça que c'est important de montrer des choses objectives. C'est pour ça que je vous parlais les graphiques, des choses comme ça, des choses très concrètes, les évolutions sur le temps, voilà. Mais qu'à un moment... Donc c'est inutile, quoi. Si je vous comprends même, pour résumer, c'est pas inutile du tout. Cette certification, la certification, est on pense que c'est inutile. Non, mais je parlais de la certification. On pense que ça sert à rien. Elle est inutile. Pourtant, c'est une évaluation. Moi, je trouve que c'est toujours bon d'évaluer les enfants. Elle n'est pas forcément inutile. En tout cas, en troisième, c'est peut-être pas la peine de surcharger. C'est la conclusion voilà. Vous dites pourquoi pas. Il faut pas oublier aussi que c'est bien d'évaluer les enfants. Il y a l'ancienne réforme du collège qui avait induit ce qu'on appelle les EPI, qui permettait une transversalité entre matières. Et peut-être que justement, ça serait intéressant de reprendre cette idée d'EPI pour travailler justement pitié pas ça. Pitié pas ça. D'ailleurs, ça a disparu de sa belle mort dans les collèges. Pas complètement. Il y en a 3 ou 4 où ça existe encore. Ça s'existe encore. Voilà, mais globalement, non, pitié pas ça. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire après la pub 11h30, on va parler du lycée. Parce que là, au-delà de l'enseignement lui-même, il y a querelle sur ce qu'on enseigne au lycée. Et notamment un SES, qui est la matière destinée aux questions environnementales. Vous allez comprendre. Juste après la pub, il est 11h30. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32. Alors, très vite, évaluation. Pourquoi pas, vous dites, pourquoi pas une évaluation? Pourquoi pas une évaluation? Avec une note, avec quoi? Avec une évaluation, une note, ça serait peut-être un peu stigmatisant, mais peut-être justement, en faire un jeu. C'est stigmatisant. Enfin, non, mais nouveau, la note, c'est stigmatisant. Non, mais stigmatisant là-dedans sur quelque chose qui est pas un enseignement sans évaluation. Non, mais ce qu'on peut par contre faire sous forme d'un jeu, un peu plus comme Pix par exemple, aller dans cet esprit-là. Je pense que l'idée il y a des niveaux de certification. Mais c'est plus pour une note favorable à une note, vous. Nous, de toute façon, quand il y a une évaluation à l'école, nous, on préfère la note chiffrée. C'est justement la chose qui est la plus lisible par toutes les familles, y compris celles les plus éloignées de l'école, la note chiffrée. Faut pas l'oublier. C'est pas faux, ça. Je pense qu'aussi on peut amener un côté ludique. Et on peut le faire. Peut-être l'exemple de Pix est intéressant. Moi, je pense que c'est très simple. Si vous faites une certification en fin de 4e, celui qui ne passe pas sa certification, il recommence en fin de 3e. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez quand même. Et si en fin de 3e, s'il n'a pas en fin de 3e, oui, mais enfin, il repasse en fin de seconde. Non, mais au bout du compte, c'est comme si vous n'avez pas le brevet, vous avez le brevet. Ça change finalement pas grand-chose à la situation. Bon, donc finalement, c'est un élément du cursus scolaire et qui. Ça peut être un élément important dans son carnet. Dans ses appréciations, les appréciations dans les Or, on sait que dans Parcoursup, après, les appréciations sont prises en compte. Celle du lycée, celle du collège. Sont prises en compte. Lycée, oui, c'est vrai que le collège n'est pas pris en compte dans Parcoursup. Je suis d'accord. Néanmoins, ça peut suivre l'enfant. Je ne sais pas. Un truc tout bête, la SSR2, vous en avez besoin pour passer le permis de conduire. Vous le passez en fin de 3e et lorsque vous voulez passer votre permis de conduire, soit vous faites en conduite accompagnée ou après quand vous avez 18 ans, vous devez avoir votre SSR2.
Bientôt 17 ans. Oui. Bon, Hervé, juste, voulait intervenir. On va donner la parole à Hervé, prof d'histoire à la retraite. Histoire-géographie, j'imagine, Hervé. Bonjour. Forcément, quand quand on enseigne dans les collèges ou les lycées, l'université c'est différent, mais on est obligé d'enseigner la géographie. D'ailleurs, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas obligé, c'est une belle matière, la géographie. Non, mais... non, mais c'est obligatoire, je veux dire, pour les professeurs d'enseigner la géographie aux élèves. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on a laissé tomber la géographie. Avant, il y avait la géographie physique, on étudiait les paysages, on étudiait le type de temps, les nuages, on étudiait toutes ces choses-là. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que tout ça, c'est une discussion bien éthérée, bien vague, et je vois pas ce qu'ils mettent à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme, on se pose beaucoup de questions sur le fait religieux pour pas parler d'une religion. On dit, on peut pas enseigner à la cité, ce en quoi je suis absolument d'accord, parce que la laïcité, ça s'enseigne pas, c'est une pratique, c'est-à-dire que on fait, je fais fermer la parenthèse, on fait par exemple l'histoire des religions, donc la religion judaïque, le christianisme, l'islam, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la laïcité, mais ça se fait naturellement, si vous voulez, il n'y a pas besoin. Hervé, pour revenir, oui. Hervé, ça a quand même évolué par rapport à la géographie d'antan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le réchauffement climatique. Est-ce que dans le temps, je ne sais pas moi, le tri des déchets, est-ce que il y a 30 ou 40 ans, on n'enseignait pas tout cela c'est bien sûr que c'est évident. Mais si vous voulez, le problème c'est que il faudrait commencer aussi par une histoire de la formation de la Terre, les cycles solaires, ça j'en entends pas. Dans le réchauffement climatique, je voudrais bien savoir quelle est la part du réchauffement des cycles solaires. Moi, c'est tous les 11 000 ans, mais tout ça c'est pas pris en compte. Donc, si vous voulez, il faut faire aussi. Alors, faudrait réintroduire une histoire du temps parce que là, ça permettrait de tout relativiser. Quand on sait qu'au XVIIe, on a eu des grands hivers, et puis une période de glaciation. Donc tout ça, si vous voulez, il faudrait... c'est pas une raison pour relativiser le réchauffement climatique, hein, quelle que soit son origine, pardon. Oui, non, mais bien sûr, évidemment, mais si vous voulez, il faudrait non pas faire des certifications, mais enseigner des vraies connaissances pour qu'ensuite on puisse faire de l'écologie. Hein, je suis d'accord avec vous. Oui, je comprends très bien, Hervé. Je comprends très bien. Alors, voilà. Merci Hervé, dans tous les cas, pour vos remarques toujours pertinentes. Je voudrais passer au lycée. Pourquoi le lycée? Parce que au lycée, donc, on enseigne les questions environnementales en SES. Pas que en SES. Pas qu'en SES. Il y a un enseignement scientifique qui s'est mis en place au lycée. Voilà. Dont d'ailleurs on pourrait discuter le programme, parce qu'à un moment, celui-là, il s'est peut-être pas priorisé sur les bonnes choses. Alors justement, le programme, certains disent, j'ai vu tout un tas de tribunes à ce sujet, certains disent, oui, toute façon, le changement climatique, la seule solution enseignée, c'est l'innovation technologique. On oublie tout le reste. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai. C'est assez. Je vous dis quand je vous disais, les professeurs se retrouvent toujours au milieu du débat. Les professeurs de SES, maintenant, ils commencent à avoir l'habitude, puisqu'il y a une partie de la société qui les traite de sales gauchistes, et une autre partie de la société qui va dire vous enseignez pas la décroissance. Du coup, à un moment, les pauvres, ils ne doivent plus savoir où ils habitent. Ça, c'est vrai ce que vous dites. C'est très clair. Donc, à un moment, il y a des programmes de SES. On a voté contre d'ailleurs parce qu'on pense pas qu'ils sont particulièrement, qu'ils sont les plus efficaces là-dessus. La dimension, il y a une grosse dimension économique, forcément, dans les sciences économiques et sociales. Heureusement. Il y a une dimension sur réchauffement climatique qui est probablement pas centrale sur les programmes de lycée non plus, qui est, à notre sens, qui a quand même une grande partie de sa place plutôt dans un enseignement scientifique, d'ailleurs, parce qu'il nous semble, on le voyait avec votre auditeur, il nous semble quand même que la première question à se poser sur cette question de changement climatique, sur ces questions-là, c'est les fondements scientifiques, et c'est l'état de la science. Et l'état de la science, c'est plutôt les disciplines scientifiques qui vont pouvoir en parler, et les professeurs des disciplines scientifiques, au sens donc physique, il faut chimie, améliorer l'enseignement. Nous, on pense qu'il faut revoir tous les programmes d'enseignement scientifique aujourd'hui. Ils ne vont pas du tout. Bon, mais est-il vrai que lorsqu'on parle de changement climatique, on n'évoque que l'innovation technologique comme réponse? Non, c'est pas vrai. On n'évoque pas ça. Mais il y a la notion d'innovation technologique qui est dans le programme. C'est pas vrai qu'on évoque pas ça. On n'enseigne pas la sobriété énergétique, la consommation éthique, la décroissance.
Mais on n'a pas enseigné la décroissance en soi. On a enseigné des modèles économiques. Pardon, les élèves, ils sont au lycée. Les élèves, il faut qu'ils comprennent les modèles économiques déjà. Je vous dis ça parce que j'ai lu ça dans certaines tribunes. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses très différentes. Qui sont peut-être d'ailleurs écrites par des décroissants. Bon, il y a deux choses très différentes. Il y a le socle scientifique et les rapports du GIEC, etc., qui sont incontestables, qui font partie du consensus de la communauté scientifique. Est-ce qu'on l'apprend, ce socle scientifique? On en parle en tous les cas. Mais ensuite, on ne va pas faire lire tout le rapport du GIEC. Non, et alors une des difficultés, c'est ce socle scientifique, il relève de plusieurs matières différentes. Il ne relève pas uniquement de sciences de la vie et de la terre, etc. Il relève de plusieurs matières différentes. Donc ça doit bien être de manière transversale. Même de l'anglais. Même de l'anglais. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des grands débats de société autour de ça. Des grands débats de société autour, en effet, de l'innovation, de, pourquoi pas, de la croissance-décroissance, même si je pense que c'est un faux débat, sur un certain nombre de sujets. Et aborder, et là, je pense qu'on peut faire confiance aux profs, dans une société qui quand même multiplie les fake news, multiplie les grandes difficultés pour enseigner. Je le dis parce que moi je trouve que c'est la fonction de prof est extrêmement difficile dans notre société. Plus en plus. D'ailleurs, tout le monde le voit aujourd'hui. Justement pour ce type de raisons, entre autres. Bon, et donc c'est en effet la fonction du prof de dire voilà, c'est un débat de société, on vous éclaire sur les tenants et aboutissants de ce débat, on ne tranche pas évidemment ces débats. Et ça, c'est en effet, c'est toujours un fil un peu compliqué. C'est un fil très compliqué. Je le reconnais. Vous êtes à la merci de toutes les idéologies. Bien sûr. Et à la convergence de toutes les idéologies. Mais les idéologies, elles sont dans les familles. Elles sont chez nos élèves déjà, en fait. Parce que il n'y a pas que l'école dans la société. Il n'y a pas que l'école comme source d'information, il n'y a pas que l'école comme effectivement référence, il n'y a pas que l'école comme autorité pour nos élèves. Voilà. La plupart du temps, ils le passent dans leur famille, ils ne le passent pas à l'école. Du coup, ça peut devenir assez compliqué assez vite sur des sujets polémique, on va dire. Je vais me tourner dans un instant, juste après la pub, vers le vice-président et porte-parole de la PEP pour savoir quel peut être le rôle des parents dans tout ça. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h43, que disent les parents d'élèves? Les enfants sont sensibles aux questions écologiques, très sensibles. Mais c'est souvent eux qui nous sensibilisent le plus. Mais oui. C'est eux qui nous en parlent. C'est le tri sélectif chez moi, c'est mes enfants qui m'ont poussé à le faire. Oui. Mais c'est vrai que pour eux, c'est une évidence aujourd'hui. Sans forcément avoir toutes les connaissances. Mais néanmoins, ils ont cette sensibilité. Et effectivement, on se retrouve dans des fois des situations ubuesques. Nous, les associations de parents d'élèves, en octobre, on a les élections de parents d'élèves, représentants de conseil de classe, conseil d'administration et au conseil d'école. Et un jour, j'ai demandé à ma fille de venir m'aider. Et on arrive, elle voit des piles de papier parce qu'on était en train de faire la mise sous pli pour le matériel de vote. Elle me regarde, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, on fait le mis sous pli, etc. Mais tout ce papier, mais vous êtes des fous. Elle est repartie folle de rage. Elle me dit, mais c'est aberrant. Oui. Et heureusement, là, on va enfin pouvoir avoir le vote électronique, mais des années après. Mais alors, compte tenu du fait que les enfants sont très sensibilisés aux questions écologiques, effectivement, notamment les lycéens, est-ce qu'on ne doit pas développer cet enseignement, ou est-ce que c'est transversal, est-ce qu'on ne doit pas, je ne sais pas moi. Parce que j'ai l'impression, franchement, que c'est un peu le parent pauvre. Je crois qu'en fait, c'est quelque part... On n'a pas besoin. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas utile, finalement, de développer l'enseignement, de sensibiliser plus les enfants au lycée que... Mais on est en retard, nous, les adultes. Je veux dire qu'on soit parents ou enseignants, on a des passages. Et quelque part, ils vont plus vite que nous, ils se rendent compte de l'urgence climatique. Attention, il ne faut pas mettre, j'allais dire, tous les enfants dans le même panier sur le changement climatique. C'est vrai, il y en a et tous les adultes aussi. Et tous les adultes non plus d'ailleurs. Mais effectivement, il y a des différences qui peuvent être très très nettes entre élèves. Il y en a qui ne s'intéressent pas. Il y en a qui ne sont pas très intéressés. En revanche, oui, c'est un sujet où, j'allais dire, quantitativement, oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus nos élèves que ça pouvait nous intéresser il y a 20 ans. Bon, en même temps, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Du coup, forcément, ça n'allait pas nous intéresser puisque ça n'était pas du tout dans le débat médiatique. Donc oui, il est plus présent. Nous, on est tout à fait d'accord pour, à un moment aussi, rappeler que les disciplines qu'on a à l'école sont des disciplines constituées, qu'elles ne sont pas constituées complètement par hasard. C'est-à-dire que à force de faire du transversal tout le temps et de hacher une discipline en leur mettant mais il y a du transversal ici, du transversal là, du transversal là, il ne faut pas perdre la logique interne de la discipline. Alors, vous prenez une matière écologie. Moi, Mais la question dans ces cas-là, c'est on la met à la place de quoi ?
Bah voilà, oui. Parce que mais vous y seriez favorable? Non, nous on serait pas favorable à une discipline écologie, parce que là il faudrait déjà créer la filière universitaire qui va avec pour créer des cours d'écologie. Voilà, ça prend du temps à créer une discipline. Hein. L'informatique, on a mis un temps fou avant d'arriver à créer l'informatique. Et nous, on était pour l'écologie, on la retrouve partout à l'université. Dans tellement de domaines, donc peu importe. S'il y a une matière écologie, il faut absolument des spécialistes pour enseigner à un moment une discipline. Enfin, moi, je vais pas me mettre à enseigner les mathématiques demain, quoi. En tant que professeur de lettres. Oui, donc, à un moment, des profs. Nous, je sais pas une matière écologie. Nous, ce que l'on dit, c'est que non, moi, je ne pense pas que ce soit véritablement souhaitable. Je pense qu'il faut que l'écologie infuse dans plusieurs matières différentes. Par contre, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Et moi, je serais très heureux que le ministère ou les associations impulsent ça. C'est qu'en effet, au lycée. Moi, je le vois ça parce que je vous dis, c'est l'étude sur le supérieur, le début du supérieur, où on a des étudiants qui sont, dont 80%, ont besoin, ont envie d'ailleurs d'avoir des connaissances supplémentaires sur le sujet du climat. Et je me dis, et des connaissances de base. Et je me dis toujours que je comprends pas pourquoi au lycée ces connaissances-là ne sont pas soit rappelées, soit indiquées de manière un peu plus systématique. Et je pense qu'il y a une réflexion, sans forcément faire une matière supplémentaire, mais dans les 3-4 cours qui sont concernés par ces sujets au niveau du lycée, la façon de faire sur ces sujets. Et alors la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a une sensibilisation, c'est vrai, de nos jeunes, mais qui est quand même très petit geste. Bon, qui est donc très utile. Et voilà, il faut trier, il faut etc. C'est comme ça. Par contre, est-ce qu'il y a une sensibilisation suffisante sur leur responsabilité de citoyen quand ils seront adultes et peut-être surtout leur responsabilité professionnelle, donc dans leur métier, dans leur fonction, comment est-ce qu'ils pourront agir sur ces sujets? Et toutes les professions sont concernées. À ce moment-là, je pense, et donc je pense que d'avoir ce socle de départ aidera beaucoup à ça. Et je pense que pour le moment, c'est très insuffisant dans ce domaine pour qu'ils aient ce réflexe, je dirais, quand ils seront adultes, ce réflexe de se dire, y compris dans mon travail, y compris dans mon boulot, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour essayer d'améliorer les choses? Au collège et au lycée, il y a la commission d'éducation à la santé, à la citoyenneté et maintenant à l'environnement. On l'a rajouté et quelque part cette commission, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment déployée dans les établissements. Il faut la faire vivre. Il y a des endroits où ça marche assez bien, où les chefs d'établissement s'en emparent, les enseignants aussi, et puis d'autres malheureusement où elle est quasiment inexistante. Bien sûr, parce qu'on s'en empare en fait en plus. C'est-à-dire, nous, au côté personnel de l'éducation nationale, c'est une mission supplémentaire en disant vous pourriez pas aussi faire ça? Bah oui, c'est super, mais à un moment, ça devient... on demande aux mêmes de faire toujours plus de missions. C'est un peu compliqué. Nous, on a de plus en plus de mal parfois à avoir des listes dans les conseils d'administration parce que c'est de la réunionnite sur de la réunionnite sur de la réunionnite. Et celle-là, elle est plutôt importante, on est d'accord, comme réunionnite. Néanmoins, à un moment, il faut quand même rappeler, on est dans un métier en crise. Et on est en train de demander plus à un métier dans lequel les gens veulent de moins en moins venir. À un moment, ça ne peut pas fonctionner. C'est vrai, Jean-Rémy Girard. Mais sur les problèmes environnementaux, comme dans la société d'ailleurs, chez les enseignants, il y a ceux qui sont très concernés et ceux qui ne sont pas concernés du tout. Alors je ne sais pas s'il y a ceux qui ne sont pas concernés du tout, mais qui ne s'intéressent pas particulièrement au réchauffement climatique. Tout à fait, mais ensuite... on va pas faire du réchauffement climatique toutes les heures. Moi, quand j'enseigne la littérature, je pourrais parler du réchauffement climatique à un moment. Ça fait peut-être un peu artificiel aussi. Et à un moment, on est aussi censé développer leur culture littéraire. Ils attendent ça aussi dans le supérieur, du coup, et dans la société également. Du coup, oui, moi, je suis plutôt d'accord sur l'idée. Il y a quand même des disciplines dont c'est un peu plus clairement le cœur. Le cœur du réacteur, le cœur de métier. Je parlais de l'enseignement scientifique au lycée. Ça paraît quand même l'endroit idéal pour parler d'un sujet scientifique. Et effectivement, plutôt que d'aller s'intéresser à la formation des cristaux en physique, qui est peut-être pas le sujet le plus utile du moment. Si vous développez l'enseignement écologique, environnemental, dans certaines matières, vous allez priver cette matière d'autres enseignements. Mais en fait, comprenez ce que je veux dire? Là, on a ce problème-là dans l'enseignement moral et civique actuellement, ce qu'on appelait l'éducation civique avant. On a ce problème-là. On a des programmes pléthoriques. On a tout dedans. Mais oui, il y a tout. C'est pour ça tout. qu'avoir une matière... Mais à un moment, on n'arrive pas à... C'est pour ça que peut-être qu'avoir une matière écologie, ça serait peut-être... Là, on est en train de refaire la même erreur qu'on a fait à l'époque, justement, dans l'informatique. Parce que justement, non. Je veux dire, il y a un moment, on peut pas cloisonner. On voit aujourd'hui que le numérique est partout. On pourrait très bien dire, tiens, le numérique, c'est un côté technologique. Allez hop, anciennement scientifique aussi. Finalement, on va coder, on va faire du Python parce qu'on est prof de maths, etc. Je suis désolé. Aujourd'hui, le
numérique, et d'ailleurs comme l'écologie et toute c'est la notion d'environnement, elle est partout. Je veux dire, c'est dans l'économie, c'est une question scientifique, c'est des questions qui se voient à tous les niveaux et qui progressent de plus en plus. Je veux dire, des groupes entiers se sont restructurés sur justement d'un côté numérique et de l'autre côté environnement. Donc, il y a un moment, on peut pas faire abstraction et encore avoir une vision qui soit trop réduite des choses. Mais il faut le voir de manière globalisée. Oui, le problème de ce transversal-là, c'est qu'à un moment, quand tout le monde doit le faire, à l'arrivée, personne ne le fait. Hein. Ben justement. Et c'est souvent ce qu'on remarque. C'est vrai. C'est qu'à l'arrivée, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et voilà. Il ne se passe pas grand-chose. Oui, mais alors on ne peut pas fonctionner en permanence avec un système de béquilles, en mettant, je veux dire, c'est un petit peu effectivement comme la techno qui disparaît en 6e, et on va mettre effectivement un rattrapage pour les élèves. Ok, c'est très bien. C'est pas la meilleure nouvelle pour l'enseignement du numérique, hein, accessoirement. La technologie disparaît en 6e. Hein. Donc il y a un moment aussi, il faut aussi être un minimum ambitieux et peut-être aussi effectivement se donner les moyens pour pouvoir y arriver. L'écologie pourrait être deux matières. Mais alors, l'informatique est une discipline aujourd'hui. Oui, l'informatique est une discipline. Et bien l'écologie pourrait être une discipline. Désormais. Pardon. Ça existe au lycée. Pardon, moi je trouve. Non, enfin je sais pas, je vais pas défendre ce point de vue. J'ai pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je trouve que c'est vraiment pluridisciplinaire et la difficulté de faire une seule discipline, c'est que comment vous allez faire? Vous allez mobiliser des profs de caractéristiques différentes, etc. pour parler de la science, de social, etc. des différentes approches. Et je pense que ça introduira une certaine confusion. Par contre, je pense que, mais je compare avec le supérieur. Si vous voulez, le supérieur, il y a un exercice qui mérite d'être fait considérablement et qui commence à être fait, que toute une série de matières, le droit, l'économie, etc. intègre ces sujets écologiques. Ce n'est que le début d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Et je pense qu'il y a le même exercice à faire au niveau du lycée, qui commence à être fait, mais sans doute de manière insuffisante. Enfin, j'en sais rien, ça pour le coup, mais qui commence à être fait. Mais d'essayer de voir dans chacune des grandes matières qui concernent l'écologie, de voir si ces sujets sont traités convenablement. Est-ce que vraiment le socle scientifique est là sur ce sujet? Est-ce que le professeur est bien formé? Est-ce que le professeur est bien formé? Et est-ce que le débat... La réponse est globalement non. Et est-ce que le débat connaissant les rythmes de formation continue de l'éducation nationale? Est-ce que le débat de société est posé? Majeur, oui. Est-ce que le débat de société est posé? Voilà, dans son objectivité. C'est pas certain. Voilà, là je suis pas certain. Est-ce qu'il est posé dans son objectivité, en montrant quels sont les arguments dans un sens, dans un autre, sur les 4 ou 5 grands sujets. On les voit bien, les 4 ou 5 grands sujets qui sont posés devant nous. Bon, si j'ai bien compris, pas de matière spécifique, on est bien d'accord. Un enseignement transversal dans plusieurs matières, une meilleure formation des enseignants et ensuite un suivi à l'université. Parce que vous avez raison. Il n'y a rien à l'université. Alors attendez, on parle de l'université. Je voudrais quand même rappeler, là on parlait lycée. Ça commence un petit peu. On parlait lycée. J'aimerais quand même rappeler qu'on a un tiers de nos lycéens qui sont en lycée professionnel. Oui, c'est vrai. Qui globalement vont pas aller à l'université, éventuellement en IUT, très rarement dans des licences, et qu'ils sont pas moins concernés par le changement climatique que les autres. Ils sont même peut-être à la limite plus concernés. C'est une excellente remarque, je pense, et voilà tout à fait, au lycée professionnel, je pense cet examen systématique de savoir est-ce que les élèves ont vraiment les connaissances de base sur ce sujet, c'est indispensable. C'est indispensable. Mais il faut un examen. Oui, mais le truc, c'est que pour avoir les connaissances de base sur ce sujet, c'est la crise du système français aussi, c'est qu'il faut qu'ils aient les connaissances de base en sciences. Il faut qu'ils aient les connaissances de base dans les outils scientifiques, j'allais dire, on parlait de l'éducation aux médias et à l'information, mais encore faut-il, par exemple, on a des lycéens professionnels qui ont des difficultés terribles à lire un texte. Voilà, on en est là, aujourd'hui. Donc à un moment, c'est pas en ripollinant du changement climatique sur des élèves qui n'ont pas les outils pour le comprendre qu'on va faire grand-chose. C'est pour ça aussi que cette crise qu'on a et cette difficulté dans les savoirs fondamentaux, elle est essentielle, parce que si on résout pas ça, tous ces sujets de société, beaucoup d'élèves n'auront pas les moyens de les comprendre. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Passionnant sujet, évidemment, de réflexion. Il est 12:05, vous êtes sur Sud Radio. Merci. Nous allons parler de toute autre chose juste après les infos de midi. Tout savoir sur les nouvelles drogues, les drogues de synthèse fabriquées en laboratoire, plus puissantes, plus dangereuses encore que les drogues classiques. Ces drogues de synthèse font des ravages aux États-Unis et maintenant en Europe et en France. On les retrouve en France, 11h55.